Et donc c'est important de se construire aussi sur cette dimension-là, parce que cette construction va avoir un impact sur son style de commandement et ça va permettre de le maîtriser et de le faire à sa main, en fait, et de ne pas jouer une espèce de faux rôle, en fait. Et je pense que, d'autant plus que ça, je suis convaincue que ça se ressent, en fait. Quand on est, quand on joue un rôle et qu'on se force un peu trop, il y a des choses, on fait des choses parfois on n'a pas très envie, mais qu'il y a un côté très forcé, ça se ressent, en fait. Et les gens autour, les subordonnés, le sentent et ça passe mal. Et ça, qu'on soit un homme ou une femme, mais en revanche, je pense que sa condition fait qu'on est différent et que je pense qu'il faut chacun réfléchir à ça. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette émission est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer, Apple ou encore Google Podcast, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Pensez à vous abonner et à laisser une note de 5 étoiles pour aider à la faire connaître. Et si vous souhaitez soutenir notre média indépendant, vous pouvez également rejoindre notre espace premium sur défense-zone.com et mettre ainsi la main sur du contenu inédit ainsi que nos magazines papier. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Marie-Noëlle, est-ce que tu peux te présenter ? Bien, donc je m'appelle Marie-Noëlle, je suis contrôleur général des armées en 2e section. Je suis la 2e fille de la promotion en chef de bataillon de Cointet donc de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, et j'ai fait une carrière en 2 parties, même un début de 3e aujourd'hui, avec une première partie de carrière très opérationnelle au sein de l'armée de terre, dans l'arme du matériel, où j'ai été chef de section, commandant de compagnie. J'ai eu quelques expériences en opérations extérieures, en ex-Yougoslavie, puis en mission courte durée avec ma compagnie à Djibouti. Et puis au point de bascule entre la première et la 2e partie de carrière, j'ai eu la chance aussi de continuer à commander, mais un commandement un peu particulier, puisque j'étais à l'école polytechnique, à l'encadrement des élèves. J'étais commandant de compagnie, et donc j'étais en charge, en partie, pas toute seule évidemment, de la formation humaine et militaire des élèves polytechniciens, qui sont encore les rares élèves à être militaires. Voilà. Et puis, à l'issue de ce poste-là, il y a eu la phase concours, école d'état-major, concours de l'enseignement militaire supérieur. Et j'ai, dans ce cadre-là, effectué une scolarité en master 2 à HEC, en audit. Et puis, là, j'ai décidé de passer le concours du contrôle général des armées. Et c'est là que s'est ouvert la 2e partie de carrière, toujours au sein du ministère des Armées, mais avec un autre statut, puisque le contrôle général des armées est l'inspection générale du ministère des Armées, qui est sa forme corps, et c'est directement rattaché au ministre des Armées. Et c'est là pour auditer, contrôler, inspecter et surtout conseiller le ministre pour ses grandes décisions. Donc au cours des 15 années que j'ai passées au contrôle général des armées, j'ai alterné des postes dits de contrôleur contrôlant, c'est-à-dire que j'ai réalisé des missions très variées. J'ai pu faire une mission sur le foyer d'entraide de la Légion étrangère, une mission sur super-héros, une mission sur le service du commissariat des armées, l'habillement. Et puis j'ai eu aussi la chance d'avoir des postes dits d'administration active, où là, on revient avec des responsabilités d'encadrement. Donc j'ai été secrétaire générale du contrôle, j'ai été chef de l'inspection de l'environnement du ministère, et c'est là que j'ai découvert que tout un pan du ministère, puisque le ministère est le premier propriétaire foncier de l'État, et il a aussi beaucoup d'installations classées, presque 60, des installations classées au titre de la protection de l'environnement et qui sont classées Seveso-Soyo, ça veut dire qu'ils présentent un risque technologique important. Quand on n'y pense pas, mais finalement, les dépôts d'hydrocarbures, les dépôts de munitions. Voilà, donc une responsabilité lourde, puisque il y avait des plans de prévention de risques à élaborer pour la protection de nos sites, mais aussi de la protection de la population qui est tout autour. Voilà, et puis j'ai aussi été, ça c'était un moment, une petite page, une petite parenthèse très, très intéressante. J'ai été secrétaire générale de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. J'en profite pour dire aux personnes qui nous écoutent d'aller regarder et lire les podcasts et puis les publications de l'IRSEM, puisque c'est un bel institut de recherche avec, qui est à la croisée des mondes, de l'enseignement supérieur, de la recherche et du monde militaire. Voilà, et puis depuis maintenant 3 ans, bien un peu plus de 3 ans, j'ai fait le choix de quitter l'institution
considérant que quelque part j'étais un peu arrivée au bout du chemin. Et ouais, j'ai fait le choix comme je le dis souvent, de sauter dans la piscine qui était pas très pleine. Alors ça me dérangeait pas trop puisqu'à l'époque j'étais une grande fan de hockey subaquatique. Et donc finalement nager au fond de l'eau, en apnée, ça me dérangeait pas. C'est ce que j'ai fait pendant un certain temps et puis, j'ai eu, la chance de bénéficier de l'aide de bureau des officiers généraux pour, la reconversion. Et là, tout un tas de questions qui se sont posées. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je veux faire? De quoi le marché a besoin? Voilà, il y a la croisée de tout ça, finalement, Capgemini qui m'a accueillie, et j'y ai passé 3 belles années, avec, de nouveaux défis et c'est ce dont j'avais besoin, de nouveaux défis à relever, avec un environnement complètement nouveau. Voilà et puis aujourd'hui, c'est une nouvelle aventure qui, s'ouvre puisque, après un déménagement à Toulouse, c'est un retour presque aux origines puisque je suis nîmoise, donc Toulouse, c'était pas vraiment ma région, mais maintenant que c'est l'Occitanie, Pas très loin. c'est pas très loin. Arrivée à Toulouse pour, de nouvelles aventures, et puis toujours, surtout, continuer l'enseignement que je dispense à Sciences Po Paris, que c'est ma 12e année et c'est une petite pépite aussi, que j'espère, faire briller encore cette année. Mmh. Super, c'est un parcours, très riche et super intéressant. On va revenir un peu au début. Donc ton aventure, elle commence à Saint-Cyr, quelque part. Pourquoi avoir fait le choix de cette école? Qu'est-ce qui t'a amené à pousser la porte de Saint-Cyr? Alors c'était pas un choix, très évident puisque, je viens d'une famille qui n'est pas du tout, militaire, il y a personne dans mon entourage proche qui a fait de carrière militaire. Et en fait, c'est un choix, qui s'est fait, heu, un peu comme tous les choix que j'ai fait dans ma vie finalement, de manière réfléchie, en regardant tout ce qui était ouvert, tout ce qui était possible de faire. J'étais à l'époque en classe préparatoire à Normal Sup, Cachan, donc dans la filière économie. Et voilà, donc j'ai hanté, les salons d'étudiants parce qu'il faut quand même imaginer qu'à l'époque, il y avait pas internet, hein. Donc quand on cherchait, il fallait, aller dans les salons des étudiants, dans les centres d'orientation. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien avoir rencontré un adjudant-chef qui m'a dit: «Mais non, non, Saint-Cyr, il y a pas de femmes». Donc heureusement que j'ai poussé et que j'ai continué, à poser des questions et finalement, donc dans les choix qui m'étaient ouverts, il y avait, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et là, je me suis dit: «Mais, c'est devenu un peu comme une évidence». Je me suis dit: «Mais finalement, c'est une école, dans laquelle je vais pouvoir, il y a une dimension sportive, physique» et j'étais à l'époque, assez sportive, même si ce choc a été dur à l'école, en rentrant à l'école. Intellectuellement, c'est une grande école avec un enseignement de très bon niveau, avec des enseignants, voilà, de très bons enseignants et puis la classe préparatoire à Normal Sup se fait pour ceux qui ne le savent pas, il y a une partie en classe préparatoire et une partie à l'université et j'ai vu le système universitaire qui est pas fait pour moi, en fait. J'ai besoin d'un cadre et donc je me suis dit: «C'est ça» et en plus, je me suis posé aussi la question de, c'est pourquoi faire cette école? Parce que quand même, c'est une école militaire et étonnamment, je pense que, ce qui n'était pas forcément le cas de mes camarades, je crois, j'ai pas vu que le début de la carrière, j'ai vu tout ce que ça offrait, en fait. Et en fait, l'histoire m'a donné raison. Puisque je me suis dit: «Mais Saint-Cyr, c'est l'école d'officiers, donc il y a cette dimension commandement, mais il y a aussi, finalement, tout ce qu'il faut faire au sein du ministère et tout l'encadrement qui est au sein du ministère». Voilà, donc c'était pas on va pas dire que c'était pas une vocation comme certains de mes camarades l'avaient chevillée au corps, tout jeune, mais c'était derrière tout ça, je crois aussi cette envie de servir. Parce que j'étais aussi engagée un peu en politique, et finalement, je me suis dit: «C'est une belle manière de servir» et j'en suis aujourd'hui encore plus convaincue. Mmh. C'est quoi les souvenirs qui te marquent le plus peut-être de Saint-Cyr? Qu'est-ce que tu retiens de ce parcours dans cette école? Alors, je dirais que c'est une école, qui est, exigeante, qui est très exigeante, qui appelle le dépassement de soi, tant sur le plan physique qu'intellectuel.
et qui appelle l'endurance, parce que il faut se dépasser, mais il faut aussi durer. Je vais pas m'approprier la devise des commandos parce que je suis loin d'avoir fait une carrière de commando, mais la devise des commandos est être et durer, et je trouve que c'est une très belle devise. Et finalement, c'est ce qu'on nous apprend aussi à Saint-Cyr. Voilà, donc je dirais que finalement, même si c'est un mot qui est peut-être un peu aujourd'hui galvaudé, cette notion de résilience, ça nous apprend ça en fait. Ça nous apprend dans des moments difficiles à tenir et à garder l'esprit clair. Voilà. Tu l'as dit, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes à Saint-Cyr, beaucoup de filles, parce qu'à 20 ans, c'est encore jeune aussi sur en question de maturité, etc. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Il y a quand même, bon, pas non plus énormément de filles, mais il y en a quand même plus qu'avant. Comment tu l'as vécu ce passage en tant que femme dans cette école? Alors, ça a été difficile, ça a été très dur parce que mes camarades à l'époque justement manquaient de maturité, et puis il y avait une espèce de phénomène de groupe où quelque part ils considéraient qu'on n'avait pas notre place au sein de l'école. Parce que une femme n'est pas là pour donner la mort, mais plutôt donner la vie, parce que c'est un métier dans lequel on n'est pas physiquement aussi, enfin, où c'est dur, et on est loin d'être belle hein, quand on est, quand on est sur le terrain. Mais c'est pas ça l'important en fait. L'important c'est aussi qu'après on a besoin de tout le monde au sein de l'institution en fait. Mais bon, je pense qu'à 20 ans on s'en rend pas forcément compte. Donc ça a été dur. Ça a été dur, mais plus ils avaient envie que je parte, et plus j'avais envie de rester, en fait, de leur prouver qu'ils se trompaient et que Ouais, ton ego a fait le job pour. je sais pas si c'est mon ego ou ma combativité, ma pugnacité, enfin voilà, finalement, c'est peut-être un de mes traits de caractère que j'avais déjà à l'époque et qui m'ont aidé à travailler encore plus. Grâce à eux, j'ai gagné encore plus en pugnacité. Mais voilà, c'était dur. Cela dit, aujourd'hui, je sais que ça dépend des promotions. C'est un sujet qui m'a préoccupée parce que je suis convaincue que l'armée de terre, Saint-Cyr et l'armée de terre, a besoin de tout le monde, et que, évidemment que, enfin, quoique certaines femmes ont des capacités physiques hors normes qui vont au-delà de certains hommes, en fait, hein. Mais en moyenne, on sait très bien que physiologiquement, on n'est pas pareil, et qu'on n'a pas tout à fait les mêmes capacités. Cela dit, il y a des tas de jobs au sein de l'institution pour lesquels le physique et pas, enfin, le physique et puis le côté, pas l'endurance, mais le côté physique, capacité à porter des très très lourdes charges ou Force. la force, sont pas forcément ce qui est à retenir en premier. En revanche, c'est ce que je dis aux jeunes femmes, hein, et c'est ce que je dis toujours sur les épreuves sportives. Je pense que l'objectif du sport à Saint-Cyr, l'objectif du sport dans l'institution, c'est de travailler le physique, parce que quand on est face à des séquences où on est stressé, où on est mis à rude épreuve, et ben là, le physique permet une meilleure endurance, en fait, y compris une endurance intellectuelle. Donc, et l'officier, il a besoin d'avoir cette endurance parce qu'il doit garder l'esprit clair pour prendre des décisions. Mmh. Voilà, donc sur ce sujet, aujourd'hui, oui, il y a un peu plus de femmes de jeunes femmes dans les promotions. Je suis très, très heureuse du tournant que c'est en train de prendre avec le chef d'état-major d'armée de terre actuel. Je crois qu'il a pris conscience d'un certain nombre de choses. J'ai beaucoup apprécié une de ses dernières interventions où j'ai eu l'impression de peut-être avoir, je sais pas si, mais mon leitmotiv, c'était de dire, et c'est ce que j'ai dit à plusieurs chefs d'état-major d'armée de terre, lorsque j'étais au contrôle général des armées, j'avais la possibilité, mon statut me permettait de dire un certain nombre de choses. Et j'ai dit à ces officiers généraux que pour moi, Saint-Cyr, pour ces jeunes femmes, il fallait absolument que ça devienne une école où elles puissent se former et garder et gagner en confiance, et qu'elles puissent se former en tant que jeunes officiers, comme leurs camarades masculins,
en tant que jeune adulte aussi, comme leurs camarades masculins, mais aussi en tant que jeune femme, parce que on est femme, on est homme. Alors après, je sais qu'aujourd'hui, on peut... mais quand même, en fait, savoir, voilà, parce qu'un jour ou l'autre, elles seront confrontées à des sujets tels que la maternité, donc il faut pas le gommer, il faut pas le gommer, en fait. Et il faut le travailler, et travailler aussi cette féminité qui, quand même, quand on quitte l'uniforme, on doit pouvoir la préserver et la garder pour un équilibre. Voilà. Ouais, bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de chefs de corps femmes arriver dans des régiments de l'armée de terre. Je parle pas que de l'armée de l'air qui est quand même assez féminisée. La marine aussi. L'armée de terre, c'était un peu les derniers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit des chefs de corps. D'ailleurs, dans la région, il y en a deux, il me semble de mémoire, à Tarbes et à Quélus. Donc, quel regard toi tu portes sur ça? Ah ben, je trouve ça très très bien. Je porte un regard très positif et je suis très heureuse et je me dis que ça va dans le bon sens. Je me dis qu'il faut continuer et puis je me dis que euh, ce que j'espère, j'espère, c'est que je les connais pas ces jeunes officiers. J'ai pas eu la chance de les croiser. J'en ai croisé d'autres. Mais j'espère qu'elles sont épanouies. J'espère qu'elles ont trouvé un équilibre aussi dans leur vie professionnelle et personnelle parce que c'est souvent très très compliqué. Voilà. Et puis je trouve que l'armée de terre n'a qu'à, enfin, c'est normal en fait. Quand on a fait cette école, qu'on a fait ses preuves, qu'on est passé par toutes les étapes, il n'y a pas de raison et c'est le summum du summum, commander un régiment. Mmh. Ouais, c'est clair. Et avant de penser au régiment, il y a aussi de commander le régiment, il y a aussi le temps de chef de section. T'as pas eu des appréhensions quand t'as quitté Saint-Cyr à te dire que tu allais être chef de section au milieu de tous ces hommes, sachant qu'en plus tu quittais une institution très masculine avec des traditions très anciennes, Napoléon, c'était pas forcément très très ouvert sur les femmes. Alors, entre Saint-Cyr et le premier poste, il y a l'école d'application. Et donc moi, je suis partie dans le matériel, dans l'arme du matériel, et j'ai fait une année en école d'application à Bourges, où on était un petit peu plus nombreuses, parce qu'on est mélangé aussi avec des officiers qui sortent de l'EMIA. Et le matériel avait aussi un petit peu plus de personnel féminin parmi les sous-officiers, et pas encore les militaires du rang, puisque on était encore à l'époque de la conscription. Et donc, finalement, cette phase de transition a été une étape intermédiaire qui m'a permis aussi d'arriver peut-être un petit peu plus sereine à un régiment, même si je me rappellerai toujours la tête du chef de corps, s'il m'écoute, il va se reconnaître, qui avait reçu ma lettre d'embarquement, ma lettre pour dire que j'arrivais, que j'avais choisi de servir à la brigade, au bataillon de commandement et de soutien de la brigade franco-allemande. Et en fait, il n'avait pas bien regardé, il n'avait pas vu que le lieutenant était un lieutenant féminin. On n'avait pas féminisé les grades encore à l'époque. Et donc, quand il m'a vu rentrer dans son bureau, je l'ai vu changer de tête. Et d'autant plus que c'est vrai que je parlais pas allemand, mais finalement le seul qui parlait allemand était devant moi. Il avait fait le choix de pas choisir la BF1, mais j'étais prête à apprendre et c'est ce que j'ai fait. J'avais été très malade en école d'application. Et donc, il s'est dit, mais je vais me tirer le mauvais numéro. Et en plus, jeune mariée, donc il s'est dit, faire des enfants. Bon, en fait, ça s'est très, très bien passé. Je suis partie, à peine arrivée en stage de langue à Strasbourg. Je suis sortie première du stage, donc ça l'a rassurée. J'ai pu donner mes ordres en français et en allemand puisque j'ai fait une section avec des soldats français et des soldats allemands à l'époque, dès les premiers temps. J'ai été présidente des lieutenants, enfin donc bref, il a été rassuré et ça s'est très bien passé et heu et finalement, la difficulté, elle n'était pas côté français, elle était plutôt côté allemand, parce que côté allemand, ils n'avaient pas du tout de femmes. Ah oui. Donc on était en avance et donc j'ai ouvert aussi, quelques portes et j'ai ouvert quelques portes au bataillon de commandement et de soutien. Voilà, donc c'était la une appréhension. Ça n'a pas été facile, tout le temps parce que en plus, je suis arrivée, j'ai pris chef de section approvisionnement. Celui qui était chef de section, c'était un adjudant-chef, qui est devenu mon adjoint. Donc autant vous dire qu'un adjudant-chef un peu ancien, qui se voit piquer sa place par un jeune lieutenant féminin,
il n'était pas des plus contents. Mais finalement, il y a eu une petite erreur. Enfin bon, j'ai assumé les responsabilités qui m'incombaient, alors qu'il avait fait lui une erreur. Et on en a discuté. Et puis les choses finalement sont rentrées dans l'ordre et il a compris que j'avais des choses à apprendre de lui parce qu'il avait bien plus de savoir technique que ce que j'en avais, mais que je pouvais apporter aussi d'autres choses. Et donc on a formé un super binôme. Et moi j'étais la chef. D'accord. Ah, super. Tu l'as dit, tu t'es mariée du coup assez jeune. Tu as eu des enfants aussi assez jeunes. Comment tu l'as vécu cette période-là? Et d'ailleurs, est-ce que tu l'avais anticipé ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est tombé dessus en quelque sorte? Alors, c'est marrant que tu me poses cette question parce que ça m'est vraiment tombé dessus, en fait. Puisque lorsqu'on était au 3e bataillon, donc en première année, il y a des journalistes qui étaient venus pour faire un reportage. Ils faisaient un reportage sur les armées américaines, israéliennes et françaises et sur la féminisation. Et donc, j'avais été interviewée et puis il m'avait posé la question, est-ce que je voulais me marier? Et Aude, mais j'avais 21 ans. Je dis, moi, je veux pas me marier. Et j'étais mariée à 23 ans. Donc, j'ai appris qu'il fallait jamais dire jamais. Donc, en fait, j'ai fréquenté pendant quelques années un camarade qui était de la promotion avant la mienne, qui a été d'un soutien vraiment exceptionnel et qui est resté un très très bon ami. Et puis il se trouve que j'ai rencontré mon mari. Voilà, ça me tombe dessus. Ce qui est étonnant, c'est que le jour où j'ai pris une décision et j'ai pris la décision de m'engager avec Bruno, euh, c'est que j'ai su que j'avais envie de vieillir avec lui, et j'avais envie d'avoir des enfants. Alors que jusqu'à avant ça, c'était pas quelque chose que je projetais, c'était pas dans mon modèle de vie. Voilà. Donc ça m'est un peu tombé dessus. Après, comment ça s'est passé? Ça s'est passé. Ça a pas été un long fleuve tranquille parce que la carrière impose beaucoup, enfin la disponibilité, pas mal le début de carrière surtout qui était très opérationnel avec des manœuvres, des opérations extérieures. Et quand on part 5 mois, 5, 6 mois, c'est long. On vit des choses intenses et le conjoint vit d'autres choses. Et quand on se retrouve, il y a une espèce de décalage. Alors, en plus, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Je reviens sur ça, mais ça veut dire qu'on communiquait par lettres, un peu par téléphone, mais c'était quand même le décalage pouvait être beaucoup plus important. Et je me rappelle très bien le retour de mon séjour d'ex-Yougoslavie. Donc ça faisait 5 mois. Bruno était là, arrivé des bus. Il était là avec un bouquet de fleurs. Et c'était voilà, la joie de se retrouver. Mais en fait, ça a été dur les premiers jours. Il fallait se retrouver aussi sur tous les plans, en fait. Hein. Donc c'est pas simple. Ouais. Et puis les enfants, ça vient bousculer un certain équilibre. Et puis quand je suis partie à Djibouti, ma fille avait 11 mois. On part en plus avec une espèce de pression sociale en se disant mais t'es une mauvaise mère, t'abandonnes ta fille, alors qu'on dit jamais ça d'un homme, hein, mais donc il y a ce côté un peu enfin il y a une forme de culpabilité. Et puis alors là il y avait toujours pas internet, mais par contre il y avait les cassettes vidéo. Et donc j'ai vu les premiers pas de ma fille en cassette vidéo avec quelques jours de décalage, puisque j'ai un mari exceptionnel qui s'est occupé d'elle et qui a assuré, en plus entre 11 mois et 16 mois, vous imaginez, c'est des mois difficiles, hein, avec des nuits pas toujours pleines, des petites maladies. Voilà. Donc c'est pas facile, ça demande à chaque fois de l'organisation, de retrouver, surtout c'est ça, c'est que finalement on passe d'une phase d'équilibre à un déséquilibre et donc il faut retrouver, on compense, on fait un peu moins de sorties et puis, les temps et puis après les enfants, on va y revenir, ils grandissent mais finalement, c'est ce qu'il y a de plus beau, ouais. Enfin franchement je suis très, très j'ai beaucoup de chance, parce que, j'ai un mari exceptionnel et j'ai des enfants qui ont compris aussi et qui aujourd'hui, je suis très fière d'eux, mais je crois qu'ils sont aussi un peu fiers de leur maman. Voilà et j'ai l'impression qu'ils sont
normaux, qu'ils n'ont pas que cet engagement et le travail que j'ai pu réaliser, les heures que j'ai pu passer au bureau, ou à l'extérieur ou pour des missions, y compris après quand j'étais au contrôle général des armées, même si je suis pas partie aussi longtemps, finalement ils ont compris et je crois que quelque part ça leur donne aussi ce que c'est que le sens du service. Voilà. Ah, c'est un bon exemple. C'est un exemple qui est parfois un peu pesant aussi. Alors ça, c'est aussi une chose qui est difficile, c'est que c'est comment transmettre à ses enfants ça, ce côté service, engagement, faire les choses avec détermination, bien, être exigeant envers soi-même. Donc leur donner tout ça et en même temps leur dire qu'ils ne sont pas obligés de faire la même chose en fait. Et que la vie, enfin, on a besoin de tout le monde dans une société et que leur vie ne sera pas la nôtre, la mienne ou celle de mon mari, mais qu'il faut qu'ils trouvent leur place dans la société et voilà. Donc c'est aussi pas facile parce que quand on fait une carrière et que finalement, j'ai eu la chance de faire une belle carrière et finir générale, ça peut aussi être pesant. Et donc j'espère, et j'ai essayé de faire en sorte que ce soit pas pesant pour eux, pour ils se sentent libres en fait. Voilà. C'est marrant, tu as parlé de pression sociale. Dans un autre podcast, j'ai rencontré Dorothée Oléric, qui est reporter de guerre, qui parlait justement de ça, qui disait que quand elle partait sur une zone de guerre et que sa fille était encore assez jeune, elle avait cette pression de se dire, mince, est-ce que je fais pas une bêtise ou pas? Est-ce qu'il y a un moment, tu t'es posé cette question est-ce qu'il y a eu un choix à faire? Enfin, est-ce que tu l'as perçu comme un choix à faire entre tes enfants, ta vie de famille et le service, l'institution, les armées? Non, alors j'ai coutume, enfin tu veux tout. C'est- Et alors mon mari a coutume de dire que je vais faire rentrer 27, 28 heures dans une journée. Et c'est peut-être la même chose pour ouais, moi je dis c'est possible. Enfin, après, c'est vrai que ça demande de l'organisation, et puis ça demande surtout de pas être seul. Voilà, c'est pour ça que j'insiste, j'insiste et c'est ce que je dis aussi à mes étudiants. Je dis: «Ce qui est important, c'est de choisir son conjoint». De bien choisir son conjoint, parce que, mais de toute manière, enfin, c'est vrai quand on est militaire avec un engagement et puis, il y a des particularités, c'est vrai que c'est pas tout à fait comme une carrière dans le privé, mais dans le privé, il y a quand même aussi, des horaires à rallonge, des moments où il y a des coups de feu, il y a des voilà, il y a des périodes qui sont plus dures que d'autres donc c'est pas linéaire, et quand on a des enfants, il faut les assumer à 2 enfin et puis, voilà donc non et puis je crois que voilà, donc moi je pense que c'est possible de tout faire. Je pense que c'est possible, et je pense qu'en plus que notre société, notre monde a besoin de ça parce qu'il je pense que quand on s'engage et que justement on est marié, qu'on a des enfants, on porte un regard aussi qui est peut-être un peu différent et peut-être qu'on est un peu plus pondéré, un peu plus, je sais pas réfléchi parce que ce serait dire que les autres n'ont pas réfléchi, mais qui a sans avoir peur parce que je pense que, ça ce serait vraiment pas bien, hein, d'avoir peur d'aller au combat alors, mais c'est dire que de toute manière, si ça doit arriver, hein, et ça peut être dans un accident de voiture aussi, et que si on le fait et c'est parce que c'est quelque chose de supérieur en fait, quelque chose de grand. Voilà. Mmh. Oui, quelque part, c'est un peu lié, l'engagement, pour son pays et l'engagement pour sa famille peut-être? Surtout aujourd'hui où on a l'impression que, bon, c'est beaucoup revenu dans les échanges avec les anciens de ta promo aussi, où on parlait le fait que la société est peut-être de plus en plus individualiste et quand on mène une institution comme Saint-Cyr où il y a cette, fraternité d'armes, où il y a cette envie de faire corps et d'être avec ses camarades, etc. Aujourd'hui, il y a peut-être un décalage avec la société actuelle. Ou je sais pas, qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de ça? Je sais pas, oui, enfin, c'est indéniable, je vais pas aller à la compte de tout ce qui se dit sur l'individualisme. C'est indéniable qu'il y a une forme d'individualisme et que, et avec les réseaux sociaux, enfin, je pense que ça ne fait qu'augmenter. Mais, Et peut-être, pardon, pour recoller peut-être sur la question du couple et de la famille, parce que pour pousser encore plus le raisonnement, tu vois, aujourd'hui, les jeunes
je sais pas jusqu'à quand on peut se mettre dans les jeunes, mais en tout cas, on a l'impression que la jeune génération a de plus en plus de mal à s'engager, va changer de boulot tous les 2-3 mois. Enfin, j'exagère, mais pas loin. Va changer de conjoint aussi Mm. de plus en plus. On divorce de plus en plus. On Mm. fait des enfants hors mariage. Enfin, il y a tu vois, cette tendance un petit peu. Oui, oui, enfin, je la vois bien. Je me dis que c'est pas non plus tout le monde, hein. Alors, et la vérité, c'est que dans les armées, le nombre de femmes officiers, le taux de divorce est bien supérieur à la moyenne nationale. Donc, Ouais. c'est bien la preuve que c'est compliqué d'arriver à tout concilier, et que j'ai eu beaucoup de chance. Et puis, je pense que ce qui fait que mon tournant aussi, le fait d'être passé au contrôle général des armées, a aussi contribué à ça, puisque à partir du moment où j'ai été au contrôle général des armées, j'ai plus de mobilité géographique parce que j'étais sur Paris, et j'ai pu continuer à avoir une mobilité professionnelle. Donc j'ai préservé quelque part un peu ma famille d'une des contraintes du métier militaire. Une contrainte forte du métier de militaire, et surtout les officiers qui ont une mobilité assez importante tous les 2-3 ans. Donc, mais pour revenir sur ce sujet de zapper, de la génération qui zappe, sur le plan professionnel et parfois aussi personnel, euh, bon, les chiffres le disent, et donc je vais pas aller à l'encontre de tout ça, mais j'ai envie de leur dire, ceux qui justement ont peur de s'engager, engagez-vous, parce que finalement, en rentrant dans l'institution, en rentrant dans l'armée, en rentrant à Saint-Cyr, en passant le concours de Saint-Cyr et en étant officier, ben, vous allez pouvoir faire plein de métiers différents, en fait, puisqu'une carrière, c'est justement tous les 2-3 ans on change. Alors évidemment, c'est guidé par les besoins du service, mais on a quand même son mot à dire. On a quand même à un moment donné des choix d'orientation. Donc, et on peut faire 1000 métiers très tôt et très vite. Lorsque j'étais lieutenant, j'ai commandé ma section pendant 2 ans, et la troisième année, ben, finalement, j'ai passé une année à l'état-major du bataillon de commandement de soutien, et j'ai mis en place le contrôle de gestion du bataillon de commandement de soutien. Bah, finalement, à 26 ans, je sais pas, dans le privé, à qui on aurait confié une telle responsabilité, et puis sur quelque chose qui était complètement noué. Le chef m'a fait confiance, celui qui justement hésitait au départ, et ça s'est fait. Donc finalement, on n'a pas besoin de zapper, on zappe à l'intérieur. Voilà, mais donc j'ai envie de leur dire, finalement, sur le plan professionnel, ça gêne pas, en fait. Au contraire, c'est peut-être un bon moyen d'avoir finalement un fil conducteur, et puis de faire, voilà, de zigzaguer, de tirer des bords. C'est un terme marin, je suis désolée, mais finalement, garder un cap, mais en tirant des bords. Et puis sur le plan personnel, bon, après, ça, j'ai toujours je me rappelle avoir eu de grandes discussions avec des étudiants lorsque j'étais à Dauphine, au cours de ma carrière. Je suis retournée à l'école à 2 reprises, et lors de la scolarité à Dauphine, je me rappelle de grandes discussions avec les jeunes étudiants qui justement évoquaient le mariage, l'engagement, etc. Et je leur disais, mais et puis qui disaient, le Pacs, c'est mieux parce qu'en plus, ça peut se défaire plus facilement. Et je leur expliquais, mais vous savez, c'est un peu illusoire, parce qu'à partir du moment où vous achetez un appartement, vous achetez, vous faites des enfants, ce qui est à les faire, c'est quasiment la même chose, parce que c'est les histoires de garde, les histoires d'argent, bref. Je dis, mais la grande différence, c'est que quand vous vous mariez, c'est un engagement vis-à-vis de la société aussi. C'est la société qui vous reconnaît comme mari et femme. Et donc, ça veut dire aussi un engagement et des droits et des devoirs l'un envers l'autre. Et finalement, je pense que c'est peut-être aussi le discours qu'on devrait un peu plus porter vis-à-vis des jeunes, pour leur rappeler ça, leur rappeler que tout ça n'est pas un carcan, n'est pas une prison, et que c'est fait pour protéger. C'est fait pour protéger. Oui, cette sorte de quête vers la liberté qui laisse entendre qui laisse penser aux gens que toute entrave, toute contrainte est négative. C'est vrai que c'est un Ouais. peu. Alors, ça me fait penser à cette idée selon laquelle, enfin, moi, quand je suis rentrée à Saint-Cyr, il y avait ce fameux besoin de cadre. Et finalement, alors, j'ai eu mon expérience dans le privé là, ces derniers temps, 3 ans, et ce qui m'a manqué, et ce qui, je pense, est peut-être une lacune, parfois, c'est le manque de cadre. Parce que finalement, un cadre, à partir du moment où il est clair et il est connu,
eh bien, c'est aussi un espace de liberté. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, au cours de la carrière militaire, c'est que finalement, on a un cadre qui est clair, on a des règles du jeu qui sont claires. Par contre, il faut être honnête avec soi-même, il faut aller chercher, comprendre ce système. Mais quand on est officier, enfin, on a normalement les capacités et l'accès pour comprendre tout ça. Et, et après, une fois qu'on a compris, mais c'est un grand espace de liberté. C'est un grand espace de liberté. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça aussi que, enfin, aujourd'hui, on remet on parle de le principe de subsidiarité et puis le commandement d'intention. Mais c'est bien ça en fait. Et quand on est officier, on est dans une chaîne. On a reçu un ordre d'un chef avec l'intention du chef et on doit se l'approprier et la transmettre. On est dans un courroie de distribution. Mais on a aussi tout un espace de liberté dans un cadre qui est défini. Et finalement, c'est, je pense, beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable. Et moi, finalement, j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup plus de liberté et d'avoir beaucoup plus de liberté lorsque j'étais dans l'institution, au sein du ministère, que lorsque j'étais dans le privé. Hmm. Ah ouais, c'est intéressant. Pour revenir sur Saint-Cyr, en quoi tu dirais que cette école, elle se distingue des autres, en ayant un petit peu vu aussi avec tes postes suivant à quoi ressemblait le reste de l'armée, et pas que l'armée de terre. À quel point cette école, elle est particulière? Euh, alors, c'est une question aussi qui est un peu difficile parce que les autres écoles d'officiers, les autres officiers, je pense qu'on a beaucoup de choses en commun, hein, parce que cette notion de service, d'engagement. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est évidemment le milieu dans lequel on sert. Parce que un marin, il est embarqué dans un espace plus ou moins petit et plus ou moins en surface. Ce qui fait qu'il y a des conditions d'engagement et des conditions de vie qui sont différentes. Et donc, ça a forcément un impact sur le relationnel. L'armée de l'air, c'est aussi complètement différent avec le milieu aérien et des métiers différents. Et je dirais que finalement, cette culture, ce milieu a un impact sur la culture, en fait, sur l'état d'esprit, la manière d'être. Et on le perçoit, même si petit à petit, ça se gomme avec l'âge et puis avec les fonctions qui sont occupées en interarmée. Mais il y a quand même un reste de cette culture. Et puis, je dirais que ce qui différencie Saint-Cyr des autres écoles, et puis finalement les officiers ayant fait Saint-Cyr des autres écoles, c'est que Saint-Cyr est finalement la seule école où on a un recrutement aussi diversifié. Pour entrer à Saint-Cyr, on peut avoir fait une filière scientifique, on peut avoir fait une filière littéraire ou enfin une filière économie. Et ça, je n'ai pas vu d'autres écoles qui avaient cette ouverture au niveau de l'intégration et au niveau de la formation. Et le résultat, même si au départ c'est un peu frictionnel, et puis mais le résultat, c'est que finalement il y a une grande diversité, il y a une forme d'homogénéité, puisqu'on a même creusé, on a la même école, la même formation, mais avec cette culture évidemment terre, mais ce côté aussi, une vision qui va être un peu plus littéraire, avec une profondeur peut-être un peu historique, parce qu'il y a souvent des passionnés d'histoire, d'autres qui sont scientifiques, qui vont avoir une approche plus scientifique, plus voilà, avec des raisonnements un peu différents. Et puis les économistes, qui, alors, c'était ma filière, donc je ne vais pas venir, mais peut-être un peu la croisée des deux aussi, hein. Voilà, donc, je dirais que finalement, à bien y réfléchir, c'est sans doute une particularité de l'école et qui fait que dans le reste de notre carrière, une promotion de Saint-Cyr et l'état d'esprit général est un peu différent des autres, des officiers qui sortent des autres écoles. Hmm. Et il y a une autre particularité qu'on voit assez bien quand on regarde un peu ta promotion, 30 ans plus tard, quand on voit enfin, la diversité des parcours. Il y en a qui sont, qui ont continué on va dire, le parcours classique, traditionnel, jusqu'à colonel, lieutenant-colonel, colonel général dans l'armée de terre, mais il y en a qui ont basculé, qui sont passés en gendarmerie, il y en a qui ont arrêté assez rapidement et qui sont lancés dans les activités plus économiques, sont devenus chefs d'entreprise.
Je crois qu'il y en a un qui a vu aussi la lumière, qui est parti comme curé, je crois, de Mmh. mémoire. Euh, et malgré ça, 30 ans plus tard, vous êtes tous encore en contact, vous vous voyez de temps en temps, vous participez à des projets collectifs comme ce livre, par exemple, Choix d'engagement. Comment ça s'explique, ça? Eh bien, je crois que ça s'explique par le fameux esprit de camaraderie qui se tisse dès l'école. Alors, même si j'ai pas eu la chance d'en profiter lors de mes années à l'école, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai eu, enfin, on a quelques années après être sorti de l'école, on a fait une assemblée générale de notre association, puisque on est constitué en association, et ce qu'on appelle le Grand Carré, qui est en fait le bureau des élèves, n'avait pas vraiment eu le temps de s'occuper, de préserver cette vie. Il n'y a pas eu d'activité, et on a élu un nouveau bureau promotion, dont je fais partie. Euh, et finalement, c'est le bureau promo, hein, qui est un peu à l'origine de tout ça, mais c'est aussi le plaisir de se retrouver. Et finalement, je crois qu'on fait partie des promotions aussi les plus actives. Il y a un certain nombre, alors, on a Camille Lannay, qui est notre président, enfin qui est secrétaire, qui est hyper engagé au profit de la promotion, qui a aussi mis l'idée. Et en fait, je crois que ce qui fait aussi que la promotion est aussi soudée, c'est que chacun donne et chacun reçoit en fonction de ce qu'il peut et en fonction des moments. Donc, on avait fait un ouvrage qui s'appelait Le choix d'engagement, et on avait fait cet ouvrage dans un premier temps, la première édition, pour les 25 ans de la promotion et le parrainage. Et l'objectif, c'était de pouvoir en faire cadeau à nos filleuls, pour un peu leur montrer ce qui était le choix que nous avions fait et nos parcours, partager ça. Et finalement, et donc, à ce moment-là, certaines personnes étaient disponibles et se sont vraiment occupées. Certaines ont témoigné, mais d'autres ont vraiment contribué à la ligne directrice. Un autre qui, je crois, va témoigner, s'est particulièrement occupé de l'organisation des 25 ans. Et ça tourne, en fait, parce que cette année-là, il était un peu disponible. L'année d'après, c'est une autre personne qui va être un peu disponible. On fait des réunions chaque année de la promotion. On fait tourner, et en fait, c'est aussi en fonction de l'endroit où on est. Euh, L'année prochaine, je crois que nous devrions aller en Italie parce que nous avons un camarade qui est là-bas. Il y a quelques années, on a fait ça à Nîmes, chez moi, avec un autre camarade qui était affecté sur Nîmes, et donc plaisir de faire connaître et de faire découvrir notre ville. Je pense qu'un de ces jours, on va la faire à Toulouse. Peut-être pas l'année prochaine, puis c'est déjà calé, mais dans 2 ans, c'est avis aux amateurs de la promo. Voilà. Et en fait, ce qui est incroyable dans ces moments-là, c'est que vient qui peut, mais que les barrières des premières années où on se regarde un petit peu, où il y a toujours parfois un peu des jalousies, parfois un peu des... voilà, ça tombe petit à petit avec le temps, et reste juste le plaisir de se retrouver, le plaisir de passer un moment ensemble, parce qu'on a on a quelque chose en commun qui est fort, et on a vécu des choses en commun qui sont fortes. Et je crois qu'aussi on a un peu cet idéal de service qui est, qui est finalement aussi un point commun à toute la promo, et et qu'on serve finalement de manière directe toujours au sein du ministère, ou de manière indirecte, parce que quand on travaille dans le privé, on est au service aussi de son pays, de l'économie de son pays. Voilà, c'est une autre manière de servir, surtout si on garde cette philosophie, cette philosophie-là. Hmm. Oui, peut-être même plus encore aujourd'hui et bientôt quand on voit quand on lit la revue nationale stratégique, quand on voit la montée en puissance de l'économie de guerre, parce qu'on n'y est pas, mais en tout cas, on en parle de plus en plus. Et quand on voit aussi dans ta promo, il y a Christophe qu'on a reçu dans le podcast qui arrive à fédérer des anciens officiers pour les placer comme conseiller défense dans les entreprises, ce qui est une super idée, et qui trouve un public, parce que de plus en plus de PME se tournent aussi vers la défense. C'est intéressant. Oui, moi, je suis vraiment convaincue, et je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui est complètement partagé aussi, parce que jeune,
quitter l'institution, c'était parfois un peu trahir. Aujourd'hui, je pense que avec l'âge, la maturité et puis les choix de vie qui ont parfois été aussi un peu imposés par un contexte familial ou pour je ne sais quoi, voilà, tout ça fait que aujourd'hui, on était une promotion de 155. Sur les 155, il n'y a pas deux parcours identiques. Et c'est une vraie force et je pense que c'est une vraie force pour notre pays aussi, en fait. Parce que, je pense qu'on a tous conservé cette notion de service chevillé au corps. Voilà et qu'aujourd'hui, effectivement, quand on se retrouve, dans une situation où, on parle de combat de haute intensité. Alors moi, je suis rentrée à Saint-Cyr, j'ai dit à mon père, quand, notre armée est là pour préserver la paix. On n'a pas de velléité belligérante en fait. On n'a pas. Mais bon, notre armée est là pour pouvoir défendre notre pays. C'est bien ça s'appelait le ministère de la Défense, pas pour rien. Et aujourd'hui, la défense, c'est sur le plan militaire, mais c'est sur le plan moral aussi. C'est sur cette capacité à préserver notre modèle social, notre modèle autour de nos grandes valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité. Elles sont bien écrites sur les frontons de toutes nos mairies, mais moi j'aimerais qu'elles ne soient pas que écrites, que ce soit quelque chose qu'on ait complètement tous intégré et que finalement, quand on évoque aussi cet individualisme, etc., qu'on se rappelle de ça et qu'on soit capable de dépasser nos intérêts individuels pour l'intérêt collectif. Voilà. Ouais, c'est vrai que tu l'as très bien dit, c'est un peu ce qui vous lie tous au final, et même de façon intergénérationnelle, parce que ceux d'il y a 30 ans ont les mêmes aspirations aujourd'hui, enfin que ceux d'aujourd'hui quasiment. Et c'est vrai que même les détracteurs, enfin, les quelques détracteurs qu'il peut y avoir de Saint-Cyr, quand on voit quelques bouquins qui sortent, ce genre de choses, malgré tout, même si c'est une forme d'animosité pour certaines choses, le fond est assez intact au final. On va pas remettre en question ni l'intérêt de cette école, ni le côté prestigieux aussi qu'il y a derrière. Il y a cette fameuse phrase il faut pas être sorti de Saint-Cyr qui est parlante et qui d'ailleurs peut être avec un double regard en quelque sorte quand on dit il faut pas être sorti de Saint-Cyr pour changer une ampoule ou ce genre de choses. Il y a ce petit côté un peu critique, un peu piquante, mais en même temps qui montre le côté très positif de cette école qui est très valorisée jusqu'à rentrer dans l'expression française. Oui, alors sur la première partie de ton propos, là, sur c'était Sur les détracteurs. les détracteurs. Et sur cette première partie, moi, je trouve que c'est toujours important et c'est nécessaire qu'il y ait des critiques. Parce que sinon, on s'endormirait un peu sur nos lauriers. Et c'est important de voir parce que l'école n'est pas exempte de critiques. Il y a des choses qui sont très très bien. Et je crois que je l'avais écrit dans le choix de l'engagement. Si c'était à refaire, je le referais. Et quand je peux encourager des gens qui se posent des questions, je le fais vraiment avec enthousiasme et conviction. Mais l'école n'est pas exempte de critiques. Et une des critiques qui revient régulièrement, c'est la critique relative à l'ouverture, sur les femmes aussi, la capacité à pouvoir intégrer les jeunes femmes et à se faire en sorte qu'elles ne vivent pas un enfer pendant leur scolarité. Quand il y a des critiques, alors, il y a une autre expression populaire qui, quand il y a jamais de fumée sans feu, même si je n'aime pas trop celle-là, je préfère, il ne faut pas être censé s'arsurer, mais il faut quand même être vigilant et surtout ne pas faire en sorte que quand il y a des choses qui remontent, ne pas se voiler la face en fait. Et sur le sujet, je vais revenir sur le sujet des femmes, pendant longtemps, on a considéré que bon, c'était finalement la manière dont les garçons se comportaient vis-à-vis des jeunes femmes, de leurs collègues, de leurs camarades de promotion, c'était juste un peu c'était taquin en fait, c'était gentil, c'était pas. Non, c'est pas taquin, c'est pas gentil. Et puis selon comment le caractère qu'on a, on va pas le prendre de la même manière. Surtout si l'encadrement est pas derrière pour recadrer en disant bon arrêtez, vous êtes un peu lourd quoi. C'est voilà, et trouver le juste milieu. Donc
Donc moi je dis, quand il y a des détracteurs et quand il y a des critiques, surtout, il faut les regarder, les écouter et aller vérifier et puis s'en saisir pour préserver cette école qui est exceptionnelle. Et voilà. Et pour concernant, et elle est exceptionnelle. Et d'ailleurs, cette phrase, moi je la trouve, je trouve elle est belle. Et puis c'est vrai qu'elle peut être à double tranchant, mais moi j'en tire une certaine fierté parce que comme tu le disais très bien, finalement c'est une phrase qui est, enfin, qui est très populaire, qui est utilisée par tous, qui est connue quasiment de tous. Donc finalement, c'est quand même à l'honneur ça met notre école à l'honneur. Et c'est pas le cas. Et donc ça montre bien que c'est une école qui est hors norme en fait, qui est hors norme et qui est spéciale. Et c'est bien dans son nom d'ailleurs, puisque c'est l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. C'est clair. Euh, Est-ce qu'il y a une autre anecdote que tu aimerais partager avec nous, peut-être sur cette dualité quelque part d'être à la fois officier de l'armée française et femme et surtout mère, enfin maman, future maman, dans ton parcours? Alors, j'ai coutume de dire que dans une carrière, qu'on soit un homme ou une femme, il y a des bonnes et des mauvaises rencontres. Bon, et quand on est une femme, il y a le risque de la mauvaise rencontre liée à un peu de misogynie ou un peu de... Voilà, c'est un risque. Bon, il faut pas oublier que je suis contrôleur et que j'ai fait 2 masters en audit, donc analyse des risques, etc. Donc, donc ça fait partie des risques. Maintenant, il y a aussi les bonnes rencontres. Et lorsqu'il y a des bonnes rencontres, ça peut aussi, ouais, notre stature de femme, notre position peut avoir été un déclencheur ou quelque chose. Voilà. Donc, et j'aimerais relever 2 anecdotes, et 2 anecdotes du moment où alors peut-être 3. Les 2 bonnes que j'ai évoquées et puis une un peu plus difficile. Du fait qui était liée à mon statut et au fait que j'étais une femme. La première, c'est j'étais encore jeune, hein, c'était il y a longtemps. Hein. Je venais de passer capitaine. Je venais d'être mutée à Draguignan comme adjointe à une compagnie approvisionnement, dont le commandant de compagnie était une femme, une OAEA. Euh, Elle est partie en permission, et donc j'ai assumé l'intérim pendant le mois d'août. Le chef de corps, qui venait de prendre le commandement de la 16e base de soutien du matériel à l'époque, et venait d'arriver. Il fait un petit rapport. Donc, un petit rapport, c'est pas un CODIR, comme pour parler de privé, un comité de direction, enfin bref, avec ses capitaines. Et c'est comme j'assurais l'intérim, c'était avec moi. Et il se trouve que ce colonel, c'était un ancien cavalier, transfuge dans l'arme du matériel. Et il avait gardé certaines traditions, c'était footing avant le CODIR. Et là, ben, je me suis retrouvée face à un grand dilemme et une grande question, et je pense que c'est une grande question que se pose un certain nombre de femmes, et qu'on soit dans le privé ou dans le public ou dans les armées. Je venais d'apprendre que j'étais enceinte, et j'avais fait 2 fausses couches avant. Et là, je venais d'arriver, et donc c'est quid, comment est-ce que je vais voir le chef, sachant que c'était peut-être bête, mais je me voyais pas faire le footing parce que la crainte d'une 3e fausse couche. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains et je suis allée le voir. Je lui ai expliqué la situation. Donc là, il a appris que j'étais enceinte, hein. Et en fait, il a eu une réaction tout à fait normale, tout à fait normale. Il n'y avait pas de souci. Alors, on s'est retrouvés pour la réunion. Alors, j'avais pas pu participer à ce moment aussi de partage, parce qu'un footing, c'est au moment où on échange de manière un peu informelle. Mais bon, et surtout, il ne m'en a pas tenu rigueur. Durant le mois d'août, il est venu visiter la compagnie et je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé, et quelques mois plus tard, alors que je rentrais du stage des capitaines, donc j'étais partie 5 mois en stage à Bourges, je rentre de stage, ma grossesse s'était bien passée, donc mon ventre avait changé de forme. Et là, en fait, je vais rendre compte au chef de corps, je lui explique comment mon stage s'était bien passé. Il avait pris des renseignements, il avait passé ses petits coups de fil avant, hein, et une proposition.
il me propose de prendre le commandement, non pas de la compagnie approvisionnement sur laquelle j'étais prévue, mais de la compagnie projetable qui se créait dans le cadre de la professionnalisation. Une compagnie qui était convoitée par beaucoup de monde parce que créer une compagnie, c'est quand même assez exceptionnel. Enfin, ça n'arrive pas tous les jours. Et donc là, c'est se dire, malgré la grossesse, malgré tout ça, je suis face à un chef qui ose, qui ose. Donc je lui ai dit que j'allais demander à mon mari quand même, parce que quand on parle de choix, c'est aussi des choix à deux. Alors mon mari qui est adorable, hein, à qui j'ai dit, mais tu sais, c'est compagnie projetable, mais il y a peu de chances que je sois projetée. Bon, il se trouve qu'on a été projetés, mais et que je suis partie avec la compagnie. C'est la fois où je suis partie à Djibouti. Mais voilà. Et donc, je suis rentrée de congé maternité le 21 juin. J'ai pris le commandement le 1er juillet. Et je n'ai eu de cesse de faire la démonstration à ce chef qu'il avait eu raison de me donner, de me confier cette compagnie qui, depuis, continue à vivre, même si elle a pris d'autres formes. Voilà, ça c'était la première anecdote et où on est face à ce grand choix. En fait, je sais que c'est pour toutes les jeunes femmes qui sont enceintes un moment délicat en fait. Voilà, et en fait, donc moi ce que j'ai à dire, ce que je voudrais dire, c'est que allez-y, foncez parce que de toute manière, si c'est quelqu'un de bien, et si c'est une bonne personne, elle le prendra bien et elle vous entendra rigueur et vous serez libérés et ça vous permettra de vous lancer et de vous donner à fond dans tout ce que vous faites. Deuxième moment aussi, ça a été un moment fort de la carrière, alors qui était là plutôt négatif. C'était à l'inverse. C'était à l'école polytechnique. Et là, c'était pour mon deuxième. J'ai eu mon deuxième enfant, donc mon fils, qui est né donc à l'école polytechnique, qui aujourd'hui est à Normal Sup. Donc je suis il a pas malgré le souffle polytechnicien que les élèves ont essayé de lui donner, mais là, ça. Donc, je rentre de congé maternité, et alors que j'étais logée sur l'école, donc j'étais déjà retournée plusieurs fois au bureau et j'avais anticipé mon retour, etc. Et là, je me suis retrouvée face à un chef qui m'a dit, il va falloir choisir entre la carrière et la famille. Et là, moi, les bras m'en sont tombés. Parce que j'avais pas l'intention, comme je le disais, j'avais pas l'intention de faire un choix. J'avais l'intention de poursuivre tant que c'était possible, parce qu'après, ça dépend de ses capacités, voilà, et puis de si on réussit pas. Mais j'avais pas l'intention de laisser tomber du fait de la famille. Donc ça, c'était une deuxième expérience, un peu plus difficile, surtout que pour le coup, il a bien compris que je voulais pas choisir, et il m'en a lui un peu tenu rigueur. Ouais, et puis troisième moment, une autre personne qui, elle, pour le coup, a vu au-delà peut-être des apparences. C'était au contrôle général des armées. J'étais toute jeune contrôleur, hein, puisque j'étais arrivée il y avait à peine une année. Et alors, est-ce que c'est lié au fait que un camarade ancien m'a dit, au contrôle, si tu veux quelque chose, il faut aller le chercher. Et donc, il y avait un contrôleur général qui était en charge des relations avec l'Espagne, avec l'Intervención General, et qui partait en retraite, en deuxième section. Il cherchait un successeur pour prendre le relais, et moi j'ai toujours adoré l'Espagne, la culture espagnole, et je parle un petit peu espagnol. Et donc je me suis lancée, je suis allée le voir en me disant, je sais que vous cherchez quelqu'un, si vous voulez, je peux peut-être vous aider. Et donc, ils m'ont testé, en fait, il m'a testé l'organisation de la venue du chef de l'intervention générale. Toujours est-il que ça s'est passé de la meilleure des façons. Et à l'issue de ça, le chef du contrôle m'a proposé de devenir la secrétaire générale du contrôle, poste qui était normalement réservé ou plutôt pris par des contrôleurs anciens juste avant de passer contrôleur général. Et là, en fait, j'ai vu un chef qui s'est dit, je pense que le fait que je sois une femme, j'étais la première Saint-Cyrienne à intégrer le contrôle général des armées. Je pense qu'il a vu peut-être le côté pugnacité, le côté détermination, le côté envie, et qu'il m'a donné ma chance. En fait, il m'a donné ma chance. Donc,
Donc là, je sais pas si le fait d'être une femme a été le vrai plus, si c'est que ça, mais je pense que ça y a contribué. Et je pense que ce qui a contribué aussi, c'est que, je pense que ce qu'il avait apprécié aussi à l'époque, c'est que j'avais su préserver justement cet équilibre, que j'étais officier à fond, un adulte, je pense à peu près responsable, avec une famille, et puis une femme, avec un intention de garder tout ça. Je faisais pas encore le vernis aux ongles, mais j'essayais d'avoir aussi une forme d'élégance, qui, je pense, va aussi avec le métier d'officier. Hmm. Voilà. Ah, justement, ça ramène sur une question j'ai hâte de savoir ce que tu en penses, mais c'est une question qui anime beaucoup les débats entre les féministes et des hommes un peu plus, on va dire, misogynes, ou tu sais, il y a tout ce mouvement sur Internet et ce qu'on appelle les red pill, voilà, tous ces trucs. Il y a toujours, quand on regarde ces débats, on a l'impression qu'on arrive toujours un peu au même endroit, qui est de dire l'argument l'argument selon lequel les femmes, on est tous différents, hommes et femmes, et puis les autres trucs dont tu parles aussi. Mais pour revenir sur homme-femme, on a l'impression que on n'est pas câblé pareil. On va pas. Si tu prends deux officiers, les officiers vont pas commander pareil. Et du coup, la question c'est, est-ce que une femme peut mieux commander qu'un homme? Est-ce qu'on peut, tu vois? Ou je veux dire, est-ce que la femme a des capacités qu'un homme ne pourrait pas avoir dans le commandement, quand on parle d'empathie, quand on parle de ce genre de choses? Moi, j'aime pas du tout ça. J'aime pas opposer, en fait. Ouais. J'aime pas opposer. J'aime beaucoup plus la complémentarité. D'ailleurs, je crois que c'est déjà ce que je disais quand j'avais 20 ans. J'aime pas du tout ce côté opposition. Parce qu'en plus, ça dépend. Je veux dire, il y a des femmes qui sont pas faites. Enfin, je pense que le commandement, c'est une histoire d'amour, enfin d'amour, de don de soi. Voilà, je pense que moi, j'adore dire, j'aime les gens, j'aime être chef. C'est un peu provocateur, mais je pense que pour être un bon chef, il faut aimer les gens, parce que être chef, ça veut dire avoir des gens sous sa responsabilité. Et ces gens, ce sont des personnes, et ces personnes, elles sont toutes différentes. Et c'est arriver à capter le potentiel des uns et des autres et les faire grandir, et puis créer le collectif. Et ça, c'est un truc qui me fait vibrer. Et je pense que ça fait vibrer des hommes, ça fait vibrer des femmes. Je pense qu'il y en a qui sont faits pour, il y en a qui sont moins faits pour ça, parce que il y a il y a une peur de l'autre, ou je sais pas. Voilà, je pense que et d'ailleurs tant mieux, hein, parce que sinon on ferait tous le même métier. C'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Je pense que la société a besoin on a besoin de plein de gens différents, parce qu'on a besoin aussi bien d'éboueurs que d'officiers, que de médecins, voilà, que d'avocats. Donc et il y a pas de honte. Enfin, tous les métiers sont honorables, en fait, et à partir du moment où on trouve sa place dans la société. Voilà, donc opposer, je trouve pas ça pas bien. Et je pense pas qu'une femme puisse mieux commander ou moins bien. En revanche, et c'est ce qu'on nous apprend à Saint-Cyr, je pense que c'est important de se connaître, d'apprendre à se connaître, et de savoir quels sont les écueils à éviter, hein, et puis d'avoir son propre style alors nous on appelle ça le style de commandement, et je trouve que ce style de commandement, il doit être fait évidemment de base, c'est ce qu'on nous apprend à la formation à l'exercice de l'autorité. C'était un cours que nous avions à Saint-Cyr et qui était très, très intéressant. Et puis après, on doit le faire aussi en fonction de sa propre personnalité. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je pense que quand on est un homme ou une femme, on est un peu différent. Et donc, c'est important de se construire aussi sur cette dimension-là, parce que cette construction va avoir un impact sur son style de commandement, et ça va permettre de le maîtriser et de le faire à sa main, en fait. Et de ne pas jouer une espèce de faux rôle, en fait. Et je pense que, d'autant plus que ça, je suis convaincue que ça se ressent, en fait. Quand on est, quand on joue un rôle et qu'on se force un peu trop, évidemment, il y a des choses, on fait des choses, parfois on n'a pas très envie, mais qu'il y a un côté très forcé, ça se ressent, en fait. Et les gens autour, les subordonnés, le sentent, et ça passe mal. Et ça, qu'on soit un homme ou une femme, mais en revanche, je pense que sa condition fait qu'on est différent, et que je pense qu'il faut chacun réfléchir à ça. Ouais, c'est intéressant. Pour terminer cet échange, je te remercie parce que c'était vraiment très chouette de t'avoir ici, en plus, dans le studio. Parce que je suis toulousaine maintenant, je suis locale de l'étape aussi. C'est parfait, c'est bien de choisir Toulouse.
Pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil de lecture peut-être à nous proposer? Parce que tu l'as dit, il y a aussi beaucoup de littéraires qui passent par Saint-Cyr. C'est un truc, autant il y a des gens de ta promo d'ailleurs qui m'ont dit clairement que c'était pas leur truc de lire. Il y en a d'autres qui m'ont dit qu'ils adoraient ça mais il y a Si. toujours une référence à partager. Alors, j'avais réfléchi à la question. Je me suis dit, bon, évidemment, je vais dire Le choix de l'engagement, parce que quand même, c'est un magnifique ouvrage collectif qui, je pense, continue à avoir, même si on l'a écrit il y a 7 ans. Je pense qu'aujourd'hui, l'idée, c'est aussi un peu d'actualiser, mais je pense c'est un bel ouvrage pour les jeunes, en fait, pour leur dire, n'hésitez pas à choisir et n'hésitez pas à vous lancer. Voilà, c'est une belle école et pleine de parcours et plein de choses qui peuvent s'ouvrir à vous. Et sinon, le deuxième, alors moi, je lis beaucoup, je dévore un peu des choses c'est assez éclectique. Ça va du roman de plage pour me vider la tête à d'autres un peu plus sur les de réflexion. Et donc je suis retournée dans ma bibliothèque et j'ai regardé. Je me suis dit: «Je vais» un ouvrage qui m'a marqué et qui est quand même bien placé dans ma bibliothèque, c'est Mort dans l'après-midi d'Ernest Hemingway et qui fait peut-être un peu écho à plein de choses. Il y a ce côté combatif qui peut-être m'a caractérisé un peu, mais aussi la notion de mort, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais par rapport à Saint-Cyr, par rapport à ce qu'on y apprend. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est que on a 21 ans et on a des séquences autour de la mort, enfin de ce que c'est. Et dans ma jeunesse, moi, j'ai été marquée par le décès d'une camarade de classe d'une leucémie et puis par ma grand-mère qui est décédée à la maison. Donc j'avais vu la mort et puis je suis aussi, comme on dit, une aficionade, donc avec la mort du taureau et donc ce côté, la mort est quelque chose qui était pas dans mon quotidien, mais qui était un concept, c'est quelque chose sur lequel j'avais un peu réfléchi. Mais finalement, quand on rentre en Saint-Cyr aussi, on a une autre réflexion, parce que c'est pas la réflexion de la mort, de sa propre mort, de sa pauvre condition humaine, mais c'est finalement aussi de son rôle, de la mort dans dans le cadre du service, en fait, don de soi au sacrifice suprême de sa personne. Mais c'est aussi, en tant qu'officier, donner l'ordre de donner la mort et donner l'ordre à des gens qui, dans l'accomplissement de leur mission, peuvent aussi trouver la mort. Et donc ça, je trouve quelque chose aussi qui est quand même particulier, qui peut faire peur, dans une société où la mort est, mise de côté, mais qui quelque part donne aussi, encore plus peut-être de profondeur, voilà et qui contribue aussi à ce sens qu'on donne et puis, et qui aussi, fait qu'on profite peut-être qu'on arrive mieux à profiter aussi de la vie. Bien sûr, c'est clair. Bah, super, bah, du coup Hemingway et donc Le choix de l'engagement, passage pub, qui est disponible sur le site de Défense Zone d'ailleurs, pour ceux qui veulent se le procurer. Écoute, merci Marie-Noël pour cet échange et puis à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous souhaitez soutenir notre travail, abonnez-vous au magazine papier trimestriel en vous rendant sur le site défense-zone.com. À très vite pour un prochain épisode du podcast.